Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue aussi à votre émission Duel. Comme chaque semaine, nous allons donc faire un tour d'horizon des faits qui ont marqué l'actualité politique de la semaine, même aussi l'actualité sociétale, parce qu'aujourd'hui, nous aurons au menu de cette émission à parler donc du Grand Prix du chef de l'État pour les enseignants, un Grand Prix qui est diversement apprécié au niveau du corps enseignant. Si d'aucuns estiment que le prix est venu à son réhabiliter le corps enseignant au Sénégal, d'autres membres, en tout cas surtout des syndicalistes, estiment que tout simplement le moment n'était pas opportun de dédier ce prix-là aux enseignants. Nous allons aussi parler du blocage au niveau de la commission de concertation du processus électoral. Comme vous le savez, il y a une certaine partie de l'opposition qui a tout simplement boudé la table de négociation, tout comme aussi certains non-alignés et aussi des membres de la société civile qui attendent toujours, qui exigent toujours certaines conditions pour venir effectivement à la table des concertations. Mais nous ne pouvons pas, voilà, sans parler du débat qui alimente aujourd'hui une certaine polémique au niveau de l'opinion nationale. Il s'agit des 200 milliards annoncés par l'ancien Premier ministre Aminata Touré et ancien ministre de la Justice aussi à la merci des biens acquis, annonçant que 200 milliards ont été recouvrés au mois de cette traque-là. Alors, ça a soulevé une certaine polémique depuis une semaine, ce qui a d'ailleurs amené le gouvernement à sortir un communiqué hier pour rectifier l'ancien ministre de la Justice en parlant de 152 milliards plutôt que de 2 milliards. Pour la vérité, qui croit dans cette polémique-là? Voilà autant de questions sur lesquelles les Sénégalais souhaiteraient un peu être édifiés. Alors, pour parler de tout cela, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux hommes politiques. L'un est de la société service civil, il s'agit de M. Ndiaga Sylla. Il est membre donc du GRADEC. M. Sylla, bonsoir. Bonsoir. Le GRADEC, ça signifie quoi un peu? C'est le groupe de réflexion et d'appui conseil pour la démocratie et la bonne gouvernance. Merci. Alors, avec vous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. Modou Fall. Il est enseignant à l'UCAD, membre de leader de Goumour. Il était très proche du Parti démocratique sénégalais, si je ne me trompe. Toujours proche. Voilà, merci. Alors, nous allons commencer d'ailleurs par vous, M. Fall. Alors, cette polémique-là, donc depuis quelques semaines, de faire des chroniques, quoi. Alors, M. Ndiaga Sylla, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication dans cette affaire de milliards là, recouvert au niveau de la traque des biens mal acquis? Bon, je pense que le plus important, d'abord dans la perspective justement de la reddition des comptes, d'aller jusqu'au bout, parce que la même logique qui avait donc incité les pouvoirs publics à vouloir justement initier en fait donc cette traque, c'est cette même logique donc qui devrait les amener à clarifier en fait justement les fonds qui peut-être seraient recouvrés, Et de ce point de vue, j'estime que au-delà maintenant du positionnement politique, parce que on sait que l'ancien Premier ministre et en son temps qui a au moment où on lançait les tracts était ministre de la Justice, semble vouloir faire en fait donc de cette question un cheval de bataille. Mais au-delà justement des considérations politiques, les Sénégalais ont le droit d'être édifiés. Maintenant, le plus difficile dans cette affaire, c'est que nous avons entendu le dire qu'il n'est pas au courant justement d'une loi de finances rectificative. Alors, il y a deux questions fondamentalement qui s'imposent. À quel moment ce montant a été recouvert? Est-ce que c'est en 2017? Est-ce que c'est en 2016? Est-ce que c'est en 2015? Donc, dans tous les cas, selon les procédures financières, cet argent-là, est-ce que il s'agit en fait donc justement de biens meubles ou immobiliers? Est-ce qu'il s'agit justement de l'argent en espèces? Dans tous les cas, ça doit suivre les procédures normales pour que justement donc les Sénégalais, puisque cet argent appartient aux Sénégalais, donc normalement ça devrait faire l'objet en fait donc d'une loi de finances rectificative. Et je pense que aussi au-delà de justement de ce cas-là, nous savons que la traque en un certain moment été freinée. Au départ, il s'agissait justement d'une liste de 25 personnes, mais finalement on a voulu justement donc se focaliser sur la personnalité, alors que aujourd'hui les Sénégalais sont en droit justement donc de réclamer effectivement donc leur but, parce que si on se rend compte que effectivement un citoyen
à subtiliser en fait donc les deniers publics. Donc il est normal que dans le cadre de procédures régulières, qu'on puisse justement donc permettre aux Sénégalais de trouver donc leur fonds. Justement, mais Modou Fall, le problème ici, c'est qu'on a parlé de milliards d'euros dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Mais quand on voit le libellé, en tout cas selon le libellé qui circule dans la presse, c'est que ça provient quand même de certains, ce sont des fonds qui proviennent de certains contrats, de certains trucs comme avec la Sonacos, comme avec Millicom, et Deep World. Et là, ça, on ne peut pas considérer ça comme des biens mal acquis. Parce qu'on connaît quand même des personnes qui étaient ciblées, qui étaient censées remettre de l'argent à l'État du Sénégal dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Effectivement, parce qu'il y avait tout de même une liste de 27. Si on parle uniquement de la CREI, bien entendu, et sur cette liste, au bout du compte, il y a un seul individu donc, qui a été traqué, donc emprisonné et puis jugé, c'est M. Karim Wade. Donc maintenant, réellement, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé, qu'est-ce qu'ils ont pu traquer, quel est le montant exact qu'ils ont récupéré auprès de ce monsieur, on ne sait pas. On a entendu dernièrement que même les biens matériels, les immeubles et autres qu'on avait récupérés, on lui a rendu ces biens-là parce que c'est des biens de son père, du président Abdoulaye Wade. Donc c'est pour dire qu'en réalité, donc je pense que tout cet argent-là a été mélangé parce qu'ils ont parlé de traque, de détournement, de biens publics. Il y a pas mal de choses sur lesquelles ils ont fait une compilation pour pouvoir sortir ce montant-là, quoi. Parce que si vous regardez, comme vous avez dit, les 2,4 milliards, c'est Abbas Jaber, c'est un recouvrement. Donc les 24 milliards, c'est du pivot, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a des montants qui ont été associés à ce montant de 2,9 milliards, mais qui en réalité ne sont pas concernés par la traque des biens mal acquis. Parce que si on parle de traque des biens mal acquis, honnêtement, les deux personnes que j'ai vues ici, traquées par la CREI, emprisonnées, c'est le directeur du cadastre, M. Taïb Ndiaye, et puis Karim Wade. En dehors de ces deux personnes-là, quelles sont les autres personnes qui ont été traquées? L'autre dossier, je pense que c'est toujours en cours, ça n'a pas encore été évalué, c'est le dossier de Mme Aïda Ndiong. Donc là, on ne tiendra pas compte de ça. Ce qui fait qu'au finish, ils ont voulu quand même justifier. Essayer au maximum de se rapprocher du montant de 200 milliards. Même avec ça, on a vu que l'écart est là, encore une fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que c'est un sujet qu'on ne devait pas soulever. Maintenant, il y en a qui disent qu'elle veut se positionner comme politiquement, donc elle était un peu en décalage, un peu en déphasage par rapport au réel. On n'a entendu plus depuis les législatives, n'est-ce pas? Donc, et puis c'est le moment de se positionner parce qu'on sait que la nature a horreur du vide. Donc, et quand on est acteur politique, on est obligé de faire de la quand même de contribuer, et pour pouvoir contribuer, il faut faire des sorties. Maintenant, des sorties comme ça, moi je les considère comme des sorties apolémiques, c'est pathétique, c'est le mot que j'ai utilisé dans mon texte, pour dire que tout simplement, ça ne valait pas la peine. Parce que non seulement elle ne maîtrisait pas ce qu'elle disait, parce que si elle avait bien maîtrisé, elle aurait donné exactement le montant de 152,2 milliards justifié, parce qu'il y a des lois de finances. Loi de finances 2013, loi de finances rectificative de 2013, 2014, première loi de finances rectificative. Avec leur communiqué, ils ont quand même essayé de montrer les textes, les lois de finances à partir desquelles donc ces montants. Mais est-ce que cela ne vous dérange pas d'entendre par exemple le président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse, dire qu'il n'est pas au courant d'une loi de finances? Voilà, là quand même c'est une question très intéressante parce que ce matin j'ai participé à une discussion où on parlait de ça. Bon, je me suis dit deux choses. Parce qu'elle avait énoncé 200 milliards. Sur la base de ces 200 milliards, dans un cadre purement politique, l'AFP, moi je trouve normal que le président de l'Assemblée nationale quand même puisse dire moi j'ai pas vu de loi de finances avec 200 milliards. Honnêtement, parce que même avec ce qu'ils ont montré là, leur communiqué, ça montre qu'il n'y a pas eu de loi de finances avec 200 milliards. Peut-être si on avait dit 152 milliards, il allait dire oui, 152 milliards, j'ai vu. Mais le montant qui était énoncé, c'était un montant de 200 milliards. Donc il est tout à fait normal pour le président de l'Assemblée de dire qu'il n'y a pas de trace, il n'y a pas de traçabilité, ça n'a pas été inscrit. Il n'a pas vu 200 milliards. Ça aussi, ça se justifie. Maintenant, à entrer dans les détails, etc., comme je l'ai dit, lui aussi, il était dans un cadre politique. Voilà, parce que c'était une rencontre de l'AFP. Voilà, et puis quand on a interpellé sur la question, donc il a dit la vérité. La vérité, c'est quoi? Il n'y a pas eu possibilité de tracer les 200 milliards au niveau du budget. Voilà, maintenant, si on lui repose la question actuellement,
avec un montant de 152 milliards. Certainement, il va changer de réponse pour dire effectivement, donc il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est ça. Moi, la personne qui a causé tout ça, c'est elle qui est fautive. C'est Madame Aminata Touré. Moi, je pense que tout ce tralala, toute cette sortie autour de milliards recouvrés alors que ce n'est pas la vérité, c'est ça qui est regrettable, encore une fois. Déjà, eux, ils ont dit que par souci de secret d'État, ou en tout cas de secret sur les dossiers en cours d'instruction, ils ne veulent pas dévoiler exactement les noms, c'est-à-dire même les montants recouverts et puis éventuellement l'individu. La provenance. Donc voilà, la provenance de l'individu sur qui on a récupéré ces milliards-là. Donc c'est tout à fait normal. Cela veut dire que moi je considère aussi le communiqué comme étant un communiqué incomplet. Parce que tout simplement, ça ne nous a pas donné le maximum d'informations pour qu'on puisse quand même se dire que effectivement c'est un texte sur lequel on peut se fier. Mais comme il n'y a pas eu ce mapping-là, donc on peut toujours douter sur la pertinence et donc la source de ces chiffres. Justement, M. Ndiaga, donc cela apporte un peu de l'eau au moulin de l'opposition qui demande d'ailleurs à ce sujet-là une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que c'est pertinent tout ça? Oui, je pense que le premier réflexe de l'opposition parlementaire, et d'ailleurs au-delà même de l'opposition, je pense que des parlementaires, c'est d'user en fait donc des mécanismes de contrôle, y compris d'ailleurs la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Bon, même si on se rend compte que du point de vue de l'histoire parlementaire que généralement ces commissions d'enquête n'aboutissent pas, mais au moins je pense que cette fois il est de l'intérêt en fait donc de tous les Sénégalais qui sont représentés par donc les députés. Donc je pense qu'il est quand même tout à fait judicieux qu'une commission d'enquête donc soit initiée. Cela doit être votre position au niveau de la société civile. Absolument, parce que chez nous, on défend des positions de principe. Le principe de la reddition des comptes fait partie de la bonne gouvernance. De ce point de vue, il y a un certain nombre d'initiatives consistant justement à assainir les finances publiques qui avaient amené en fait donc les tenants du pouvoir à initier en fait donc cette procédure, même si nous à l'époque nous avions en fait donc dénoncé cette juridiction d'exception qui ne permettait pas peut-être d'avoir en fait donc les conditions ou de réunir en fait donc les conditions d'un procès équitable, mais tout compte fait, il y a une décision de justice qu'il faut respecter et je pense que les montants qui seront recouvrés le seront dans le cadre justement des décisions en fait donc rendues par les juridictions. De ce point de vue, les Sénégalais effectivement, comme je l'ai dit tantôt, ont le droit en fait donc d'être édifiés sur en fait donc les montants, même si maintenant il est vrai qu'il faut respecter la dignité humaine. On n'est pas obligé effectivement donc de mettre comme l'a dit Fall, mettre un nom sur les montants, mais au moins qu'on nous dise exactement le montant qui a été donc recouvré et aussi l'usage effectivement qui en est fait. Et je pense que aussi le président de l'Assemblée nationale, quoi qu'on puisse dire, sa déclaration du point de vue symbolique, parce que le montant importe peu, parce que ce soit 150 ou 200, l'essentiel lui, il n'est pas en souvenance qu'on ait voté une loi de finances rectificative. Mais je pense qu'il reviendra au-delà maintenant de la personne de Mimi, qui en réalité aussi est aujourd'hui aussi une femme d'État. De ce point de vue, je pense que en tant que de par sa posture d'ancien Premier ministre et de ministre de la Justice, je pense que c'est une voie autorisée. Bon, même si maintenant peut-être qu'elle pourrait peut-être aujourd'hui ne pas avoir en fait donc les informations donc exactes, mais au moins je pense qu'elle a quand même félicité. Parce que ce qu'elle a fait, elle a quand même contribué justement à les Sénégalais sur en fait donc sur les implications en fait donc de cette traque là. Ce qu'il faut simplement déplorer, c'est que c'est le fait qu'on n'ait pas en fait donc poursuivi en fait donc toutes les personnes qui étaient soupçonnées en fait donc de s'enrichir donc de manière illicite. Bon, maintenant, vous savez aussi, on ne peut pas aussi aborder cette question sans parler peut-être des implications politiques, parce que quoi qu'on puisse dire aussi demain, à l'heure du bilan, ils seront interpellés sur cette question-là. Je pense que c'est une forme même d'anticipation pour dire que, parce que demain les gens pourraient le reprocher que malgré tout ce bruit, en fait, donc autour justement de la traque,
le fait que peut-être que ça n'est pas donné en fait donc des résultats escomptés. Donc je pense que c'est une forme d'anticipation. Je n'ose pas maintenant dire est-ce que c'est par rapport à un projet politique personnel, mais dans tous les cas ça peut être une lecture. Voilà, c'est une lecture, mais l'avenir de toute manière va nous édifier. Et il est aujourd'hui plus que nécessaire pour justement que donc le gouvernement en fait donc puisse effectivement donc clarifier en fait donc cette situation-là. Oui, parce que pour vous compléter, en tout cas pour revenir à votre déclaration, c'est qu'au début, en 2015, la traque avait fait beaucoup de bruit. Et puis, beaucoup de Sénégalais, en tout cas depuis lors, on n'en parlait plus. Ils s'attendaient peut-être qu'on leur présente un document dans lequel on va noter les différents montants qui ont été recouvrés. Malheureusement, cela n'a jamais été le cas jusqu'au moment où Mme Mimi Touré donc a soulevé les lièvres et ces lièvres-là commencent à l'échapper. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas peut-être une commission d'enquête parlementaire, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Diagassila. Bon, c'est vrai que ce aurait été bien d'avoir une commission d'enquête parlementaire, mais malheureusement, comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a la majorité mécanique. Dernièrement, j'ai entendu l'ancien ministre Thierno Alassane Sall parler de commission d'enquête parlementaire pour la gestion des ressources hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Alors que nous savons qu'il y a eu tellement de polémiques autour de ces affaires-là, donc l'affaire Petrotim, l'affaire Alusal. Donc tout ça, ça nécessitait quand même une commission d'enquête parlementaire et jusqu'au moment où on parle, il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire. Donc c'est pourquoi je me suis dit que à 1 an de l'élection présidentielle, je ne pense pas quand même que les députés et autres vont se mettre à créer une commission d'enquête parlementaire pour parler de ça. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, en 2013, quand on donnait à M. Karim Meïssa Wade sa première mise en demeure, on énonçait des montants colossaux. J'ai parlé de 2000 milliards, ensuite on parlait de 1200 milliards, 1400 milliards, etc. Donc ça veut dire que c'est des chiffres que les gens énoncent comme ça, mais au bout du compte, on se rend que c'est pas de vrais chiffres, c'est pas des chiffres sur lesquels il faut se fier. Encore une fois, j'ai pas trop confiance et je ne pense pas que eux, ils auront le temps quand même pour créer une commission d'enquête parlementaire pour discuter tout ça. Parce qu'il y a eu plus important, comme on a dit, l'affaire Petrotim, l'affaire Big Togo aussi. Il y a eu pas mal d'affaires sur lesquelles, donc les visas d'entrée, donc tout ça, ça a nécessité quand même une commission d'enquête parlementaire et pourtant, donc il y a eu ce vide-là et puis quand on a la majorité à l'Assemblée, donc c'est sûr que les gens sont obligés de s'aligner. Et tout ça, donc, tout ça aux grandes dames donc, du citoyen lambda qui ne sait pas en tout cas à quel sens se fier ou à quel chiffre se fier. C'est ça, parce que si on a une Assemblée où sur 165 députés, les 127 députés sont de la majorité, quand il y a peut-être que 38 députés qui sont de l'opposition et de non-inscrits. Mais quand même pour cette Assemblée-là, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose. S'il y avait cohabitation, s'il y avait donc possibilité d'avoir quand même un nombre de députés élevé à l'Assemblée pour l'opposition, à ce moment-là, donc des points comme ça pouvaient être soulignés. Vous vous rappelez, avec la 12e législature, il y a pas mal de projets, donc de propositions de projets qui ont été déposés par les députés à l'Assemblée nationale. Donc au finish, donc c'est seulement les projets venant qui sont traités, exécutés, des fois même à la va-vite. Donc ça veut dire que je n'ai pas trop confiance et je ne pense pas que ce serait bien, mais je ne pense pas que les gens vont voilà, merci. Nous allons donc aborder le deuxième sujet de ce débat, c'est concernant donc le processus électoral, un processus donc qui est actuellement au stade d'un blocage, vu les positions différentes des uns et des autres, que ce soit de la société civile, des membres de l'opposition et même de la mouvance présidentielle. On a du mal à s'accorder, M. Diagassila, sur un consensus. Vous, au niveau de la société civile, le GRADEC, où en êtes-vous? Vous êtes dans le processus, vous êtes autour de la table de négociation ou bien vous attendez? Bon, effectivement, en tant que membre du GRADEC, nous sommes représentants donc de la PAT, la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections, avec mon collègue Djibril Niemi. Mais au-delà justement de notre plateforme, il y a aussi le collectif des organisations de la société pour les élections, avec le professeur Babacar Gueye. Et à un certain moment, compte tenu justement du contexte, nous avions voulu effectivement donc jouer un rôle de facilitateur du dialogue politique. Entre l'opposition et le pouvoir. Entre l'opposition effectivement et le pouvoir. Justement, constatant qu'il y avait un contexte post-électoral caractérisé justement par une cristallisation des divergences, pour nous il fallait se donner les moyens
afin de réussir en fait donc le dialogue politique, de pouvoir remplir un certain nombre de préalables. C'est en ce sens-là que ces deux collectifs ont rendu public une déclaration conjointe à travers laquelle on est d'abord revenu sur ce que l'on a appelé en fait les conditions pour un dialogue sincère, instructif et constructif. Pour nous, il est d'abord que les acteurs s'entendent en fait donc sur les règles du dialogue, mais précisément aussi sur l'ordre du jour du dialogue. Nous avons considéré qu'il était aussi important de mettre en place une commission cellulaire à piloter par une personnalité réputée neutre. Nous avions aussi pensé qu'il était extrêmement important que l'autorité, en particulier en fait donc le président de la République, lui-même initiateur du dialogue politique, puisse donner des gages, des garanties justement quant à l'application en fait donc des conclusions qui en seraient ici. Maintenant, il est vrai que sur les deux autres points, nous avons pu effectivement donc aboutir justement à des avancées. Une personnalité réputée neutre en la personne de l'ambassadeur Seydou Nourou, qui a aussi une expérience en matière électorale. Je m'en veux pour preuve que déjà en 2015, nous avons été ensemble à Lomé, une mission d'ailleurs d'observation qu'il avait lui-même donc conduite. Maintenant, pour ce qui concerne aussi la définition des règles du dialogue et de l'ordre du jour, je pense qu'il y a eu aussi quand même des avancées, parce qu'au départ, une partie en fait donc de la classe politique avait estimé qu'au-delà justement des questions liées à la préparation et à l'organisation des élections, du point de vue en termes de fichiers, en termes d'évaluation donc du processus électoral, il était extrêmement important qu'on puisse repenser en fait justement les organismes de gestion et de supervision des élections. Je pense que ces questions-là sont aujourd'hui donc inscrites à l'ordre du jour. Maintenant, ce que nous attendons, et d'ailleurs c'est l'une des raisons qui nous avait amené d'ailleurs à l'entame en fait donc des concertations, de vouloir adopter une posture d'observateur, parce que nous avions estimé que on ne pouvait pas à chaque fois justement qu'il y a un désaccord permettre au président donc d'arbitrer dans la direction en fait donc qu'il souhaite, d'autant plus d'ailleurs qu'au niveau justement de la CNRI, nous avions estimé que malgré en fait donc le travail approfondi de réflexion en termes de propositions d'amélioration de nos institutions, au final, le président de la République a opéré un tri. Quand même des réformes majeures qui avaient été préconisées dans le rapport de la CNRI et qui n'ont pas pu être mises en œuvre. Et de ce point de vue, nous avions pensé aussi que compte tenu du contexte post-électoral, qui a fait que, justement, incontestablement, nous devons reconnaître qu'il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de couacs, et je dois dire d'ailleurs beaucoup de dysfonctionnements qui n'ont pas honoré en fait donc notre système électoral, qui dans le passé quand même avait été respecté par justement beaucoup d'autres pays donc d'Afrique. Il était quand même important au moment où pour une élection près de 2 millions de Sénégalais ont été privés de leur droit de suffrage. Il était quand même important qu'on puisse mener une réflexion approfondie pour justement préserver la fiabilité justement de notre système électoral, d'autant plus d'ailleurs que compte tenu de l'enjeu majeur de la stabilité sociale et politique, il était extrêmement important que les acteurs puissent s'accorder en fait donc sur les règles du jeu. Oui, M. Moudoufal, vous êtes membre du pôle de l'opposition, c'est ça? Oui. Alors, certains d'entre vous ont décidé de bouder, en tout cas on posait même des conditions. Il s'agit par exemple du pôle qui a été lancé hier, qui s'appelle Initiative pour des élections démocratiques. Ils l'ont lancé hier, voilà, au Sénégal. Donc, apparemment, même au sein de l'opposition aussi, vous ne parlez pas le même langage. Bon, moi je pense que c'est le contraire, parce qu'on parle le même langage. Maintenant, il est tout à fait normal quand on invite un parti politique à participer à des concertations, qu'au niveau du parti, les gens décident de ne pas participer. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il est normal, comme il est normal aussi, quand on donne une invitation à un parti politique, que ce parti décide de participer aux concertations. C'est ce qui s'est passé. Il y a des partis qui ont boycotté, il y a des partis qui ont accepté de participer à ces concertations. Donc moi, ma logique est simple. Je me suis dit depuis le départ qu'il ne serait pas possible de régler ces problèmes si on ne se retrouve pas autour d'une table. Voilà. D'autant plus que, tout à l'heure, M. Silla, donc il y a eu tellement de manquements lors des élections passées, il y a eu tellement de problèmes avec la refonte partielle du fichier, donc des gens qui n'ont pas leur carte nationale d'identité, leur carte d'électeur, des gens qui aujourd'hui
ont leur carte et n'arrivaient pas à voter le jour du scrutin, des gens qui avaient leur récépissé et qui n'arrivaient pas à voter. En tout cas, il y a eu tellement de... Nous, on a listé au total 18 anomalies que nous avons constatées au niveau du pôle de l'opposition, correct. Et on a constaté que ces 18 anomalies-là, donc on peut essayer de les résoudre pour que, à l'avenir, par exemple, là, on tend vers une élection présidentielle, que de tels manquements-là ne puissent plus se poser, plus jamais ça. Donc c'est pourquoi, en réalité, si vous regardez, il y a la confusion parce que ce n'est pas les mêmes approches, mais c'est les mêmes objectifs, les mêmes finalités. Parce que si vous regardez le texte qui a été publié, en tout cas le texte liminaire de l'initiative pour les élections démocratiques au Sénégal, oui. Et nous, le cadre qu'on a créé, qu'on appelle correct, le cadre de l'opposition pour la régularité, la clarté et la transparence des élections, si vous regardez les deux documents, les propositions que nous avons faites, sur les 8 propositions de l'initiative pour les élections démocratiques, déjà les 6 se trouvent déjà sur ce que nous avons proposé. Voilà. Donc, par exemple, distribuer rapidement les cartes et de manière transparente, ça c'est le premier point qu'on a écrit sur notre document parce que nous nous sommes dit qu'il y a des citoyens sénégalais actuellement qui ont besoin de leur carte nationale d'identité, ne serait-ce que pour pouvoir utiliser cette carte pour récupérer de l'argent, pour faire des transferts d'argent, pour aller au niveau des banques, etc. Mais aussi pour la sécurité, la nuit, etc. On ne sait jamais. C'est pourquoi nous avons dit, sur la liste des anomalies, distribution des cartes restantes, faire en sorte que toutes les cartes en souffrance dans les centres de délivrance soient remises à leur ayant droit avant le démarrage de la révision exceptionnelle. Ensuite, plus bas, on a dit envoyer des listes triées, parce qu'apparemment, par exemple, il y a eu des commissions mobiles. Par exemple, chez Dakar, il y a des gens qui sont inscrits là-bas. Et chaque jour, je rencontre des personnes qui me disent qu'ils ne savent pas où aller pour récupérer leurs cartes. C'est pourquoi nous, on a proposé que ces cartes soient triées à nouveau. Donc, envoyer des listes triées aux commissions qui font le pointage et le tri des cartes. Faire le point à la DAP, parce qu'il y a des gens à qui leurs cartes n'ont pas encore été imprimées jusqu'à présent. On ne les a pas tirées. Et pour ces gens-là, donc au lieu de se déplacer chaque jour pour aller au niveau des commissions, ils ont besoin d'informations pour qu'on puisse quand même au moins leur dire que vos cartes n'ont pas encore été imprimées. Donc et là, on a alerté. Et si vous regardez le document, leur document, c'est presque la même chose. Une distribution des cartes transparentes, l'audit du fichier, on a parlé de l'audit du fichier. Donc le code électoral qui a été modifié, je pense qu'on doit réinitialiser le code pour retrouver le consensus de 2012. Tout ce qui a été ajouté dernièrement, avant le scrutin du 30 juillet, faire tout pour les élaguer, les supprimer du code électoral. Ça, nous aussi, on l'a déjà dit. L'autre point, donc, séparer les votes des militaires et des civils, c'est ce qu'ils ont proposé. Là aussi, sur la liste des anomalies, on a constaté effectivement que les problèmes d'ordre de mission et autres ont été causés par le fait qu'il y a eu le même jour, donc ces votes-là, c'est devenu un seul fichier, mais ce n'est pas deux fichiers. Ça aussi, ça a créé des problèmes. Bon, il y a aussi la mise en place d'une commission arbitrale. Moi, je pense qu'il y a déjà cette commission. Ça existe parce que le cadre qu'on a créé, cadre de concertation sur le processus électoral, mais ce cadre-là avec une personne qu'on juge comme étant compétent, une personne qu'on juge comme connaissant tout ce qui est élection, une personne qu'on juge comme étant un ancien qui connaît bien le pays, donc l'ambassadeur Seydou Nourouba, on s'est dit que donc, de toute façon, nous, on a confiance. On a confiance en lui. Et d'ailleurs, je pense que son nom a été cité aussi bien par l'opposition, aussi bien par les non-alignés et accepté par la majorité. Donc, je pense qu'il y a eu quand même consensus autour de sa personne. Ça, nous devons lui accorder. Ensuite, la mise en place d'une autorité indépendante pour donc la Sénat, mais aussi pour organiser les élections. Ça, on l'a toujours proposé. Je pense que ça fait partie des points les plus importants. Nous l'avons mis dans notre document. Eux aussi, ils ont ajouté ça dans leur document. Je pense que c'est ça. Si vous regardez les 8 points qu'ils ont proposés hier, sur ces 8 points-là, donc les 6 sont déjà en train d'être traités au niveau des travaux, donc dans le cadre de nos discussions. Maintenant, c'est vrai que les travaux ont été suspendus. Bon, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont boycotté ou qui ont quitté. C'est pas ça, c'est pas la vérité. Quand on parle aux Sénégalais aussi, on doit leur dire la vérité. Michel Silla est là, donc il ne va pas me démentir. Ce qui s'est passé est que quand on est venu, c'est le président lui-même qui a pris l'initiative de suspendre les travaux jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas tel ou tel poule. Je suis désolé. J'ai entendu à travers la presse, les gens disent que non, eux, ils ont quitté. Personne n'a quitté. Pourquoi le président a suspendu les travaux? Voilà, ça, on ne sait pas encore.
Peut-être quand on va se retrouver à nouveau, quand les travaux vont continuer, il va expliquer pourquoi. Oui, parce qu'on a parlé d'une polémique autour de la caution. Non, concrètement, quoi. J'ai dit que concrètement, on ne sait pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on était en train de discuter presque pendant 3 jours sur 3 points. Donc, le point sur la caution, sur le parrainage et sur le bulletin unique. Voilà, nous avons dit qu'il n'est pas question de faire le parrainage intégral. Cela veut dire de demander aux partis politiques, comme légalement constitués, d'aller regrouper des signatures pour participer aux élections. Ça, c'est une aberration. On ne l'acceptera jamais, ce qu'on a dit. Ensuite, sur la question de la caution, nous tous, nous sommes d'accord. Je pense que M. Sylla était là-bas. À l'unanimité, hein, les 3 boules sont d'accord que c'est bon pour la caution. Peut-être qu'il faut revoir ça à la baisse et définir donc deux intervalles. Rappelez que la caution est de 63 millions. 65 millions. 65 donc, elle est de 65 millions. Et là, nous avons fait un tableau. Ça, nous l'avons fait. J'ai fait le tableau. Sur les pays qui nous entourent, 25 millions, 20 millions, 20 millions, 25 millions, 30 millions, 25 millions, 2 millions, 10 millions. Il n'y a que le Sénégal qui propose 65 millions. 65 millions, quand même, c'est trop. Et on a constaté que 5 millions s'est retrouvé avec 14 candidats. Donc, ça n'a pas résolu le problème. Donc, la caution, il n'y a pas de problème. J'ai lu aussi à travers la presse que les gens disent que non, le principal point de désaccord, c'est la caution. Ça, c'est faux. C'est faux. Le principal point de désaccord, on peut dire que c'est le bulletin unique. Parce que nous avons défendu le bulletin unique. Pourquoi nous avons défendu le bulletin unique? Parce que nous nous sommes dit qu'il y a eu des problèmes. Donc, à Touba, il y a des bulletins qui n'étaient pas encore sur place. Ce qui fait que les gens étaient obligés de ne pas ouvrir les bureaux de vote. Vous avez vu aussi qu'il y a des bulletins de vote qui se ressemblaient. Il y avait un Manko Wattu Sénégal et puis un Wattu coalition, je ne sais pas quoi, Wattu Sénégal qui se ressemblaient avec les mêmes couleurs, jaune, bleu, etc. Donc il y avait des bulletins qui se ressemblaient. Alors que si on a un bulletin unique qui a été testé, parce que là aussi nous avons fait des recherches et nous avons trouvé qu'actuellement presque le seul pays dans notre zone, ou en Afrique de l'Ouest et du Centre, et même au sud de l'Afrique, qui n'a pas encore adopté le bulletin unique, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, parce que si vous regardez Madagascar, bulletin unique, 7 millions d'électeurs, Niger, 7,5 millions d'électeurs, bulletin unique, Bénin, bulletin unique, 4 millions d'électeurs, Burkina Faso, 5 millions d'électeurs, bulletin unique, Rwanda, bulletin unique, 6,9 millions d'électeurs, Congo, bulletin unique, 2 millions d'électeurs, Tunisie, bulletin unique, hein? Congo, bulletin unique. Cela veut dire que le bulletin unique, c'est la tendance. Donc pourquoi on vous refusez d'aller vers le bulletin unique? C'est pourquoi nous nous sommes dit que, pour ce point-là, nous n'accepterons pas qu'on passe comme ça. Parce que tout simplement, le point le plus important, parce que les autres, on les considère comme des non-points. Je vais parler de la caution. La caution, on considère ça comme étant tout simplement un non-point. Le parrainage aussi, il n'en est pas question parce que c'est réglé déjà par le code électoral. Pourquoi un parti légalement constitué qui a son siège, bon, même s'il y a des partis, de petits partis qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas encore de siège, n'est-ce pas? Mais c'est quand même qu'il reste des partis politiques reconnus par la loi. Pourquoi on imposerait à un parti qui a des activités politiques, qui participe au débat politique, qui se fatigue, les gens font des recherches, qui animent la scène politique, etc., qui sont acteurs impliqués, on les convoque souvent pour participer aux discussions. Pourquoi on demanderait à ces partis un système de parrainage? Donc c'est pas normal. Parce que si on demande aux partis politiques le système de parrainage, ça va fausser complètement le jeu politique. Moi je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de revenir pour régler les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Et ces problèmes, nous les savons déjà. Il y a eu des problèmes lors de ces élections législatives passées. On les a listés, tout le monde les a listés. Donc le code électoral a été modifié à plusieurs reprises. Le protocole de CEDEAO, l'article 2 n'a pas été respecté. N'est-ce pas? On a eu des problèmes. Par exemple, Côte d'Ivoire, les gens n'avaient pas voté parce qu'il y a des bulletins qui manquaient. Et tous ces problèmes-là, si vous les regardez bien, peuvent être résolus par le bulletin unique. Maintenant, techniquement, moi je suis informaticien. Ça existe dans plusieurs pays. Qu'on ne va pas nous dire, etc., comité, etc. Moi je pense que si on a la volonté politique pour se lancer vers le bulletin unique, on va l'adopter. Maintenant, si on n'a pas la volonté, ou bien on veut toujours garder ce flou-là, faire tout pour frauder, bon là c'est tout à fait normal que les gens décident de ne pas l'adopter. Voilà, M. Ndiaga Sylla, vous connaissez bien en matière électorale, hein, d'ailleurs vous participez à plusieurs reprises aux concertations, mais est-ce que certaines demandes de l'opposition, certaines exigences ne sont pas un peu difficiles à satisfaire? Comme le cas par exemple de la disqualification de la Sénat, comme l'instauration d'une haute autorité indépendante de l'administration et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que tout cela est un peu... Ce sont des points d'achoppement qui risquent quand même de bloquer carrément le consensus? Bon, moi je pense que dès l'instant que
l'ensemble des acteurs ont convenu donc de la thématique. L'essentiel, c'est de discuter et de trouver en fait donc des compromis autour des questions en fait donc qui seront donc soulevées, y compris d'ailleurs l'autorité en charge de l'élection. Excusez-moi, on a parlé aussi de la nomination de juges indépendants en lieu et en place du Conseil constitutionnel pour la proclamation des résultats. Voilà. Voilà. En fait, moi je pense que l'homme de l'indépendance de la justice. Voilà. L'homme de l'indépendance de la justice. Voilà, on est en train, je pense, d'avancer. Ce qu'il faut simplement regretter, c'est que le fait qu'on soit trompé d'approche. Moi, je suis sûr que si au départ, les autorités avaient donné des garanties concernant en fait la thématique en fait donc de la concertation, concernant effectivement à l'autorité en charge en fait donc de conduire les concertations, je suis sûr que peut-être que les lignes allaient bouger. Mais malheureusement, c'est à mi-chemin justement que le gouvernement a fait des concessions, alors que dans le passé, à chaque fois que le Sénégal a vécu justement des élections contestées, le président de la République a su avoir l'inspiration en fait donc de mettre en place une commission d'évaluation et de réforme de notre système électoral. Mais ici, l'erreur d'approche a été d'avoir beaucoup mis l'accent en fait autour justement du dialogue national. Alors que je pense que ce terme n'était pas approprié. Dans la mesure où on va vers la compétition, on est à 1 an de l'élection présidentielle, je pense qu'il n'était pas indiqué justement de communiquer en fait donc autour du dialogue national, mais plutôt si on avait, et on a d'ailleurs dans le passé entendu en fait donc ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'opposition radicale, dire que de toute manière à chaque fois qu'ils n'étaient pas disposés à répondre à un dialogue national, encore que faudrait-il que le chef de l'État lui-même en fait donc appelle justement à ce dialogue-là. Maintenant, toutefois, ils étaient toujours dans les dispositions à répondre à la convocation en fait donc à une invitation du ministre de l'Intérieur pour discuter en fait donc autour des questions électorales. Ça même paraît absurde de vouloir aller à une compétition et refuser en fait donc justement d'échanger autour justement de la définition donc de règles consensuelles. Mais bref, aujourd'hui que même si je ne rentrerai pas dans le fond parce que nous sommes soumis à l'obligation de réserve en tant que membre de la commission, mais moi je pense que nous sommes à 2 jours en fait donc du 31 décembre qui sera l'occasion pour le chef de l'État en fait donc de faire une adresse à la nation. Je pense que ce serait été intéressant qu'on puisse mettre à profit cette période de suspension des travaux pour que le président puisse justement poser les autres actes en fait qui permettraient peut-être d'arriver à des concertations les plus inclusives possibles. Je pense qu'aujourd'hui Michel Fall sait qu'il y a un acquis de taille, c'est l'acceptation de mener un audit indépendant du fichier électoral. Comme d'ailleurs Wade l'avait fait en 2009, après justement les élections législatives, c'est vrai qu'on est resté de 2007 à 2009, mais quand même, à l'occasion de son adresse à la nation du 3 avril 2009, il a pris non seulement l'engagement de commettre une mission donc d'experts indépendants pour faire l'audit du fichier électoral, mais aussi il s'est engagé à mettre en place une commission chargée du suivi des recommandations qui seraient issues justement de cet audit. Et de ce point de vue, je pense que ce que j'ai noté en tout cas, c'est que l'administration aujourd'hui est dans de bonnes dispositions. Je m'en veux pour preuve, et je parle sous le contrôle de Michel Fall, l'administration quand même a pu faire une évaluation objective. Ils ont quand même reconnu les dysfonctionnements. Peut-être même, ça il faut le dire, quand l'administration reconnaît aujourd'hui qu'il y a 119 000 Sénégalais qui se sont inscrits et dont les dossiers n'avaient pas été acheminés en fait donc durant la période de refonte. Donc vous voyez aujourd'hui du point de vue de la loi, ces Sénégalais, on ne peut pas effectivement leur confectionner la carte d'électeur puisque maintenant la carte est le double. Alors c'est des personnes maintenant qui ont droit à la carte d'identité. Cette question a été soumise justement au débat, mais malheureusement il n'y a pas eu de consensus. Déjà je pense que le simple fait que l'administration l'accepte exact sur le nombre en fait donc de cartes qui n'avaient pas été produites et qui dépassaient 1 million en fait donc jusqu'à la veille des élections. Je pense qu'aujourd'hui on est sur la voie pour justement aller donc vers des réformes en fait donc majeures et les plus appropriées de notre système électoral. C'est d'abord d'accepter en fait donc les erreurs. Et moi j'ai l'habitude de dire durant le processus passé que l'une des principales erreurs découle en fait de la mauvaise planification en fait de l'opération.
Parce qu'en réalité, on a voulu faire une opération d'une grande ampleur en une période très réduite. En 6 mois, on a voulu confectionner en fait donc 6 millions donc de cartes d'électeurs. Maintenant, à la décharge aussi de l'administration, je pense que il suffisait simplement que l'administration justement ne crée pas un dispositif justement à même de permettre aux Sénégalais de pouvoir, aux commissions de travailler pratiquement jusqu'à minuit. Je pense que si à un certain moment on avait juste enregistré ou créé les conditions d'enregistrer donc 4 millions à 5 millions, qui était d'ailleurs l'objectif de départ retenu, je pense qu'on n'en serait pas là. Mais cela dit qu'à un certain moment, l'objectif fondamental, c'était d'enrôler le maximum d'électeurs sans pour autant qu'en retour, qu'on puisse justement avoir un dispositif compte tenu du temps qui nous permettait effectivement donc de pouvoir produire en fait et distribuer l'ensemble de ces cartes-là. Et moi, j'avais très tôt attiré l'attention parce qu'en vérité, l'erreur aussi d'approche qui a été faite à ce niveau, c'est de ne pas partir en fait du potentiel électoral. Mais on a voulu justement partir en fait donc du fichier en y extirpant un soi-disant stock mort, alors qu'en réalité, il s'agissait à la fois d'un stock mort et d'un stock dormant. Et le stock dormant qui à la fois concernait en fait donc les Sénégalais qui entre-temps se sont déplacés, les Sénégalais justement qui avaient perdu leur carte. Alors ces Sénégalais-là, on ne pouvait pas les considérer comme stock mort. C'est des Sénégalais qui, normalement, dans le cadre d'une révision ordinaire ou exceptionnelle, pourraient effectivement donc réactualiser leur adresse électorale. Donc le plus important, c'était donc de partir du potentiel électoral, c'est-à-dire que nous sommes une population de 14 300 000. Il y a l'ANSD, 51% des Sénégalais ont 18 ans et plus. Donc le potentiel électoral, c'est déjà 7 300 000. Alors c'est dire maintenant que si on a un objectif peut-être de 6 millions ou de 7 millions, et d'ailleurs pourquoi moi j'ai très tôt dit que le fait de boucler en fait donc cette révision des listes, cette refonte totale sans atteindre 6 millions serait un échec. Heureusement d'ailleurs qu'on a eu donc 6 millions 200 et si on ajoute maintenant les 119 000, c'est pratiquement près de 6 millions 400, ce qui veut dire qu'on s'approche effectivement des 90%. Mais si on considère simplement les 1 million 200, nous avons un taux d'inscription en fait donc de 85%. Alors qu'en 2007, lors de la refonte, nous avions un taux d'inscription de 82%. C'est-à-dire que 82% des Sénégalais qui doivent être dans le fichier, en fait, ils sont. Et aujourd'hui donc, bon, même si maintenant on se rend compte que il y a des personnes qui perdent le droit civil et politique, et là, je parle à un informaticien, bon, même s'il n'y a pas un système d'interface qui permet effectivement donc de prendre en compte en fait donc les Sénégalais là qui ont automatiquement donc perdu le droit civil et politique, comme aussi peut-être justement, il n'y a pas encore ce système d'interface entre... D'ailleurs, c'est l'un des maillons faibles de notre système, un système d'interface entre l'état civil, où je dois dire les centres d'état civil et la DAF. Parce qu'au fond, aussi, nous nous rendons compte que pour avoir une carte d'identité, il faut d'abord avoir un extrait de naissance. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le problème de la fiabilité en fait, donc, de l'état civil se pose toujours. Maintenant, sur les questions, la société civile a souvent des positions de principe, comme sur le bulletin unique. Nous pensons aujourd'hui qu'il est venu vraiment le temps d'appliquer en fait le consensus en fait de 2001. Nous savons tous que le bulletin unique comporte un certain nombre d'avantages. D'abord l'équité, parce que quand un bulletin manque, il va manquer pour tous les candidats. Nous savons aussi qu'en termes d'efficacité de vote, on a plus, on parvient à gérer en fait donc le temps de vote avec le bulletin unique. Nous savons aussi qu'il y a une économie substantielle qui a été justement confirmée par des études menées par l'Union européenne. En octobre 2015, moi-même j'avais été modérateur et rapporteur d'un atelier sur le suivi des recommandations des missions d'observation de l'Union européenne, qui avait commis effectivement donc un expert indépendant, Jacques Jalès, en conception de bulletins. Il a conçu les bulletins de vote dans beaucoup de pays, mais lui-même il a pu effectivement dire que l'une des contraintes simplement c'était la formation. Mais il est établi aujourd'hui que les sociétés à fort taux en fait donc d'analphabètes, c'est justement des sociétés où le langage, justement la communication visuelle est beaucoup plus efficace. Nous savons tous que les Sénégalais, quand ils rentrent dans un bureau de vote, ils savent identifier en fait donc la photo. Or, avec le bulletin unique, on a la photo, on a le symbole et le nom. De ce point de vue, maintenant, il est vrai qu'il y a des risques peut-être d'aboutir à un taux élevé peut-être de bulletins nuls, mais s'il y a une bonne communication, je pense qu'on peut effectivement donc juguler en fait donc ce risque-là. L'essentiel est que
il va falloir effectivement donc s'entendre et l'appliquer. Et je pense que lui-même, il avait conclu en disant que je n'ai jamais vu un pays qui applique en fait donc le bulletin unique et qui retourne au bulletin multiple. Donc c'est le contraire en fait donc qui est opéré. Je pense que moi je ne vois pas même pas pourquoi en fait le pouvoir devrait avoir peur en fait donc de ça. D'autant plus que d'ailleurs l'APR a l'un des symboles les plus visibles en fait. Et de ce point de vue, moi je pense que compte tenu des avantages, bon il est vrai maintenant que sur le coût, c'est vrai qu'il faut atténuer parce que le bulletin unique, le coût du bulletin unique est beaucoup plus élevé que le bulletin multiple. Mais là où par exemple le bulletin multiple coûte 20 francs, le bulletin unique compte tenu des procédés d'authentification du bulletin, parce qu'il y en a qui utilisent l'hologramme, mais il peut y avoir un autre en fait, donc, type de procédés qui permettent en fait, non seulement d'identifier le bulletin à travers justement une conception technique, de pouvoir effectivement l'authentifier, mais aussi d'avoir un coût moindre. Bon, finalement, si le bulletin unique coûte, le prix unitaire qui coûte 100 000 francs, on sait que et le bulletin multiple 20 francs, mais on sait que s'il y a déjà 10 candidats, on parvient effectivement à faire des économies substantielles en fait, donc, sur le coût. Et l'étude d'ailleurs avait révélé que pendant un cycle électoral, c'est-à-dire que l'élection législative, présidentielle et locale, le Sénégal pouvait économiser avec le bulletin unique près de 6 milliards. Donc vous êtes optimiste. Sans oublier les difficultés de transport. Voilà, maintenant vous me permettrez peut-être, vous me permettez aussi de dire que pour ce qui concerne maintenant le parrainage, au fond, c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion peut-être de donner notre avis sur ces questions-là, compte tenu de notre poste d'observateur, mais je pense que la question du bulletin unique, la question du montant du cautionnement, comme celle justement du parrainage, devrait être justement abordée sous forme de package. Parce que tout ça, c'est dans le cadre justement des conditions en fait, donc, de participation aux élections et de vote. Alors maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on doit baisser la caution de sorte que maintenant on allait encourager 25 millions de votes comme en 2007. Voilà, maintenant on sait que aussi ça pourrait encourager en fait donc des candidats fantoches. Bon, maintenant le système de parrainage, je comprends un peu le souci en fait de l'opposition, parce que les gens aujourd'hui sont un peu perturbés par ce qu'on pourrait appeler en fait donc le phénomène Youssou Ndour, qui réunit en fait donc un certain nombre de signatures. Eux, ils pensent maintenant que ce serait un moyen en fait donc pour le pouvoir de bloquer. Mais moi je pense que nous devons partir de la dernière révision constitutionnelle, qui a aujourd'hui au niveau de l'article 4 dit clairement que la Constitution garantit aux indépendants la participation à tous les types d'élections. Même si au niveau de l'alinéa 1, qui n'a pas changé, ce sont les partis politiques et les coalitions qui concourent à l'expression de suffrage. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas en fait donc exiger pour les indépendants de recueillir en fait donc un certain nombre de signatures et ne pas l'exiger pour les autres. Maintenant, c'est là où maintenant la réforme a été incomplète, parce que en fait donc l'article 4, en y prévoyant en fait le financement des partis politiques, les stades de l'opposition, qui seront d'ailleurs des questions effectivement donc traitées. Maintenant, il fallait aussi modifier l'article 29, parce que l'article 29 dit que est recevable la candidature déposée par un parti, une coalition ou soutenue par 10 000 électeurs répartis justement dans la moitié des régions. Donc déjà, il y a une contradiction. Soit on modifie l'article 28 pour ne plus l'exiger maintenant des indépendants. Maintenant, nous savons aussi que aujourd'hui, face à la pléthore en fait, donc, de partis politiques, nous sommes près de 300 partis politiques. Si on devait en fait, donc, baisser la caution et en même temps ne pas exiger en fait, donc, le signature, on risque en fait, donc, justement d'arriver à une floraison de candidatures. Mais de toute manière, cette question-là aussi pourrait être réglée dans le cadre en fait, donc, du rationnement justement, des partis politiques. Parce que nous-mêmes, nous avions, dans le cadre justement, de l'atelier sur le suivi des recommandations, il était même préconisé qu'on puisse ne pas permettre en fait, donc, à une dizaine de personnes de tenir leur AG et d'avoir en fait donc un récépissé de parti. Et que donc il fallait peut-être envisager justement à travers la preuve de la représentativité, ne serait-ce que peut-être exiger un certain nombre de signatures pour la création donc d'un parti politique. Bon, moi je pense que l'essentiel est que si on envisage les questions sous forme de package, il s'agira maintenant de lâcher du lest, faire les concessions nécessaires afin que nous puissions justement donc arriver à des consensus. D'autant plus d'ailleurs que sur le cautionnement, la majorité dit qu'elle opte pour le statu quo, donc elle n'est pas 65 millions. Les non-alignés et l'opposition disent qu'il faut la baisser. Moi je pense qu'on pourrait peut-être arriver à descendre peut-être entre 40 et 50 millions, mais à côté, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi en fait, donc, mettre en place
en fait donc d'autres mécanismes justement pour véritablement éviter en fait donc la floraison en fait donc voilà, monsieur Modou Fall, bon, il ne restera pas beaucoup de temps parce qu'on est l'opposition dit déjà qu'il faudrait quand même que la publication. Est-ce que vous avez assez de temps pour harmoniser tout cela et avoir un consensus? Je ne pense pas que ce sera possible. Ça, je ne pense pas que ce sera possible parce que s'il dit avant le mois de juillet, déjà s'il y a révision, c'est du 1er février au 31 juillet, ce qui veut dire qu'il ne sera pas possible de publier des listes alors que les gens sont en train de s'inscrire. Les gens sont en train de s'inscrire. Maintenant, comme il a dit, moi je pense que le parrainage aussi il y a des problèmes, parce que dites-vous bien que ce qu'on dit à propos des partis et des récépissés là, ce sera valable pour le parrainage. Parce que même si on dit 30 000 signatures, quelqu'un peut aller collecter, même un commerçant de Sandaga peut faire le tour du Sénégal, collecter 30 000 signatures et puis donner ça à quelqu'un. C'est pas ça le problème. Même si on parle de parrainage de parti, les gens peuvent aller collecter des signatures. N'importe quelle période de l'année, on sait que l'année prochaine, en 2019, il y aura des élections. Dès janvier, février, les gens vont faire le tour du Sénégal, vont collecter des signatures et puis vont venir vendre ça à quelqu'un. Moi, je pense que ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que nous avons, dans le cadre de ces discussions, je veux dire, nous avons constaté qu'il y a eu des manquements. On les a répertoriés. On a fait une liste des anomalies. Et on a fait des propositions de solutions. Maintenant, le parrainage, comme on a dit, bon, ça on ne le connaît pas. Peut-être c'est pour les candidatures indépendantes. C'est normal, ce n'est pas des acteurs politiques. N'importe qui peut venir quitter n'importe quel pays et puis venir dire que je suis candidat. Bon, déjà, ça peut poser problème. Ce n'est pas un acteur politique, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît dans le jeu politique. C'est tout à fait normal quand même qu'on lui demande une certaine représentativité avant de se présenter. Par contre, même s'il y a 300 partis, il y a combien de partis qui vont participer aux élections? Pourquoi ça dérange tellement? C'est vrai que le point sur la rationalisation et le financement des partis pourrait être aussi lié donc, au point sur le parrainage. Par exemple, en France ou dans d'autres pays, quand on dit qu'il y a parrainage, aussitôt après qu'on a les signatures, que ce soit de députés ou d'élus, etc., ou même d'électeurs simples, on va aussitôt après donc donner le pour qu'ils puissent s'organiser. Parce que c'est de l'argent qu'on dépense. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas lever aussi la barre, parce que c'est des choses qui sont liées. On ne peut pas demander à un candidat de faire le tour du Sénégal, qui est déjà militant d'un parti politique, et ensuite venir, on ne lui donne rien. Déjà, il dépense beaucoup d'argent pour faire le tour du Sénégal, pour avoir ses signatures. Après, on lui demande de donner sa caution. Après, donc, il va sortir aussi donc, ses fonds pour la campagne. Donc, imaginez tout ça. Et puis, en plus des autres activités, et des gens souvent qui travaillent au niveau du parti, parce qu'au niveau des sièges, il y a des gens qui sont recrutés et qui sont payés là-bas. Donc, ça veut dire que la logique aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons aller dans le sens de renforcer notre démocratie. Pour renforcer notre démocratie, on ne doit pas éliminer des candidats. Ce qu'on doit faire, c'est régler le problème avec les bulletins uniques, diminuer la caution, demander aux Sénégalais qui veulent participer. Voilà, merci. Le temps que nous avons imparti est terminé. Nous osons espérer que de toute façon ces concertations autour du poste électoral vont accoucher quand même d'un consensus qui va faire l'avantage ou bien le bonheur de tous les Sénégalais. Je remercie donc mes invités, l'expert en matière électorale, M. Ndiaga Sylla, je me rappelle qu'il est membre de la Société civile et du GRADEC. Merci à M. Modou Fall, il est leader d'un mouvement qui s'appelle Degumowor, il est aussi membre de ces concertations autour du futur électoral. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, Cheikh Tidiane Ndiaye et Cheikh Tidiane Diop. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellente soirée, excellente semaine, excellente fête de fin d'année avec les programmes de Walf TV. Merci.